facts, big old rain, big old change. We do it big, we do it big. Big old flex, big old facts, hey, big old rain, big old change. We do it big, we do it big. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 23 mai 2025 avec Gavino Defalco en compagnie de Jeremy Filosa. Comment ça va, mon bon ami? Hey, ça va. Tranquillement, mais sûrement. Mais non, pas plus que ça. Ben, les Blue Jays. De retour à Jays. Haute-Saint-Jean. Yes, sir. Incroyable. Les Blue Jays de Toronto en haut de 500, tu l'as dit, pour la première fois depuis une belle lurette, on flirtait avec le 500 et là, t'as balayé les Padres de San Diego. Linda va chercher la cassette. Non, mais c'est vrai, je crois rêver, là. Les Blue Jays, si t'es pas plus excité que ça, là, je ferme le podcast tout de suite, là, Philo, là. Ouais, ben écoute, c'est des hauts et des bas. Là, plus récemment, ça a été plus des hauts que des bas, mais écoute, c'est tellement difficile à expliquer. Hein? Tu sais, tu t'en vas à Seattle, tu balayes les Mariners, tu reçois les Padres, tu les balayes. C'est vrai que les Padres ont quand même étaient dans une mauvaise séquence, mais peu importe. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre, mais moi, je commence, Gavino, à avoir certains patterns. Je commence à avoir des indices, je commence à avoir des informations qui ne mentent pas et qui expliquent peut-être un peu pourquoi cette équipe-là se retrouve dans la situation dans laquelle elle est. Je lance une couple de statistiques. Philo, on était tellement négatifs. Bon, il y a 2 émissions, là. T'en souviens, j'avais appuyé sur le bouton panique. Oui. Bon, le baseball, la situation, on n'était plus là. 4 matchs sous la barre de 500, personne frappait. Et là, tout d'un coup, on se retrouve un match en haut de 500. T'as joué du bon baseball dernièrement. Je sais que, bon, dans la série contre les Tigers de Détroit, c'était 3 matchs difficiles à l'arraché. Les Blue Jays sont sortis de là avec 2 défaites et 1 victoire. Et là, contre San Diego, je me suis dit, bon, si on est capable, bon, au minimum de gagner la série, t'es as balayé, Philo, là. Et surtout, une grosse victoire cette semaine de 14-0. On va voir les images dans quelques instants. Mais je comprends pas comment ça se fait que t'es pas plus excité que ça. Encore une fois, je me répète, là. Écoute, les Blue Jays sont 2e dans l'Est à 5 matchs des Yankees de New York. 5 matchs seulement, là. Ben, écoute, il y a des choses qui m'encouragent. Moi, ce qui me fait peur, c'est est-ce qu'on va continuer d'y aller avec ceux qui nous ont fait gagner? Parce que, tu sais, regarde, je vais te sortir une petite statistique, là. Ouais, vas-y. Andrés Jiménez, là, depuis sa blessure, il a raté 12 matchs. Okay? Ça fait 12 matchs qu'il rate à cause qu'il est sur la liste des joueurs blessés. C'est quoi la fiche des Blue Jays depuis qu'il est sur la liste des blessés? Je dirais peut-être 8-4, quelque chose comme ça. 8-4. 8-4, parfait. Tu joues pour 4 matchs en haut de 500 sur une courte période de 12 matchs. Okay. Santander, dans les 2 dernières semaines, il a raté 6 matchs, soit à cause de blessures, soit à cause qu'on l'avait tout simplement laissé de côté. Les Blue Jays sont 5 victoires, 1 défaite dans ces 6 matchs-là où Santander n'est pas partant. Tu sais, comme je te dis, moi, je commence à avoir certaines informations qui ne mentent pas. Quand je pense à des gars comme Nathan Lukes, quand je pense à des gars comme Miles Straw ou Heinemann ou Barger. Même Jonathan Classé. Il est allé chercher des gros coups sûrs cette semaine. Mais tu sais, Santander, faut y donner ça. Là. Il a quand même frappé un gros coup de circuit cette semaine contre les Padres de San Diego. Puis, en plus, c'est un circuit de 2 points qui donnait une petite avance aux Blue Jays de 3-0. Il est blessé présentement. Il n'est pas à 100%. Là. Il y a un problème avec sa hanche. Mais puis Jiménez, tu sais, on l'a dit la semaine passée, if it ain't broke, don't fix it. Ernie Clement au 2e but. Je veux dire, frappe pourquoi? Pour 275. Pourquoi tu ramènerais Andrés Jiménez? Parce que quoi? T'es allé le chercher dans l'entre-saison, puis là, tu te sens obligé de le faire jouer lorsque tu l'as dit. T'es une des meilleures équipes du baseball des 2 dernières semaines. On ramène Andrés Jiménez. Non, mais sérieux, là. Arrête. Non, mais là, on va l'envoyer dans les ligues mineures là, pour qu'il puisse reprendre la forme. Mais dans les prochains jours, il va revenir. Et moi, j'ai hâte de voir comment va gérer tout ça
John Schneider parce que lui, il va avoir la pression de l'organisation de dire, nous autres, on est allé chercher ce gars-là, il est sous contrat jusqu'en 2030 pour 15 millions de dollars en moyenne par année, il faut qu'il joue. Mais moi, je suis le gérant, puis je dis, écoute, moi, je veux gagner des matchs. Puis ce gars-là, il frappe pour 195. Oui, puis un gars qui s'appelle Clement présentement au deuxième but, qui, premièrement, défensivement, il fait le travail, Ernie Clement au deuxième. Là. Je ne l'ai pas vu commettre des erreurs cette semaine. Moi non plus. Et il donne des coups sûrs opportuns. Moi, je vais te dire une chose. Ernie Clement, présentement, dans une situation corsée en fin de match, j'ai besoin d'un coup sûr pour gagner un match. J'ai confiance en Ernie Clement. Il a prouvé à plus d'une reprise qu'il est capable de faire contact. Il place la balle en jeu. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il va obtenir des coups sûrs, mais place la balle en jeu et crée des situations dans les matchs qui aident les Blue Jays. Alors, c'est pour ça que je te dis que je suis un peu... Je suis pas craintif, mais j'attends de voir. On disait que John Schneider, c'était, un coach qui était, on dirait, disons, conservateur. Santander frappait au 3e. Et dans le dernier podcast, on se disait, regarde, c'est lamentable, faudrait que Santander débarque de là. Il a débarqué de là. Oui. Il y a d'autres joueurs qui ont pris le relais. On l'a dit. Dalton Varsho, on a des images. Je vais me présenter tout de suite le circuit, le grand chelem de Dalton Varsho, et ensuite on va revenir sur justement le voltigeur des Blue Jays. Deep to center. Ouais. Écoute, on a placé Dalton Varsho là cette semaine. Il n'a pas déçu notre ami Dalton Varsho. Frappe pas pour la moyenne, 215, 216. Mais lorsqu'il met la balle en jeu, souvent, ça se retrouve l'autre côté de la clôture. Déjà son 7e, je répète, 7e coup de circuit pour les Blue Jays. Puis il a manqué un mois de travail pour notre ami Dalton Varsho. Tout d'abord, je pense que faut mentionner que lorsqu'on a fait l'acquisition de Dalton Varsho, c'est peut-être ce joueur-là qu'on voulait, là. Ce joueur-là qu'on a vu dans le dernier mois, et là, tu vois que, il commence tranquillement, mais sûrement à faire, sa place dans le baseball majeur, puisque, on le sait, c'est un joueur en demi-teinte. Il y avait des bonnes séquences, des mauvaises séquences. Mais là, lorsqu'on a fait son acquisition, il y a 2 ans, on avait quand même lourdement critiqué cette transaction-là. Tu avais donné lourdesse courriel, un voltigeur établi également, le jeune receveur Moreno. Et il a déçu Dalton Varsho en 2 ans avec les Blue Jays. Mais là, pour l'instant, en un mois, là, si c'est ça la version améliorée de Dalton Varsho, où est-ce qu'on signe? Là? Moi, je suis vraiment excité. Sa moyenne de puissance, Gavino, attache ta tuque, 617. Juste pour expliquer aux gens comment ça fonctionne, la moyenne de présence, vite, là. Ça se calcule seulement quand tu obtiens un coup sûr. Donc, un simple, ça vaut 250, un double, c'est 500, un triple, c'est 750, un coup de circuit, c'est 1000. Il frappe pour une moyenne de puissance de 617. Ça veut dire que quand il place la balle en jeu en lieu sûr, plus souvent qu'autrement, c'est un minimum d'un double. OK? C'est incroyable. Alors, mais moi, là, je suis vraiment déçu, Gavino, des journalistes à Toronto. Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui pose la question au gérant? Écoute, ce gars-là, là, il frappait comme un déchaîné au camp d'entraînement. Il était capable de s'élancer. Il n'y avait aucun problème à s'élancer à la plaque. Vous avez décidé de le laisser en Floride pendant 1 mois de plus pour sa réhabilitation, pour son épaule, pour jouer défensivement. Je répète la question que j'ai posée la semaine dernière. Où seraient les Blue Jays si Varsho avait fait sa rééducation à Toronto tout en frappant comme frappeur de choix avec les Jays au mois d'avril? Y aurait-tu un minimum de 10, 11, 12 circuits présentement? Et combien de victoires les Blue Jays auraient de plus au classement? 1, 2, 3? Tu l'as dit, au camp d'entraînement, il frappait tout ce qui bouge, l'autre côté de la clôture. Là, t'es pas assez bon pour t'amener au mois d'avril tout de suite avec les Blue Jays. Et on l'a vu, là, il a repris où il avait laissé au mois de mars dernier notre ami Dalton Varsho. Ça fait du bien à l'attaque. Enfin, un peu de protection pour Vladimir Guerrero qui, écoute, je vais le dire tout de suite, Vladimir, là, me déçoit. Me déçoit depuis le début de la saison. When the game is on the line, tu veux tes meilleurs contre tes meilleurs. Et plus souvent qu'autrement, Vladimir, cette année, frustré par rapport à la zone des prises, il fait semblant de lancer son casque, il fait semblant de lancer son bâton. Lance-les ton casque, puis ça finit là. Pète-les en deux, puis sors de cette torpeur-là. Oui, il frappe pour la moyenne. Il y a quelques coups de circuit, mais j'ai hâte.
j'ai hâte qu'il commence à frapper. Je te le dis, là, je voulais appeler le podcast aujourd'hui Vladimir Guerrero Overrated. Overrated. Non, mais j'ai hâte qu'il se comporte comme un gars qui va transporter l'équipe et qui touche un salaire de 30-35 millions à partir de l'année prochaine. Sérieux, t'es 25 et 24, là, puis Vladimir n'a pas commencé à frapper. Je commence à être inquiet. Je pense qu'il y a 3 circuits au mois de mai, là. Mais on est rendu fin mai, Philo, là. Mais souviens-toi, l'année passée, le 5 juin, il y avait 5 circuits. Il y en a 6 présentement. Alors, il est en avance sur l'année passée. Mais je te rejoins. Sens-moi pas cette excuse-là. Il n'y a pas des bonnes présences au bâton en 9e, en 10e, en 11e manche, Vlad, là, cette année. Là. Moi, c'est là où je te rejoins. Je te rejoins sur le fait que lorsque ça compte, late and tight, qu'ils disent dans le baseball majeur, alors, un match serré et dans les dernières manches, quand tu as besoin d'un coup sûr, et c'est Vladimir qui est au bâton, plus souvent qu'autrement, il ne livre pas la marchandise jusqu'à maintenant cette saison. Sauf que, moi, Gavino, tu sais, la fameuse statistique là, des joueurs clutch, des gars qui frappent quand il y a des coureurs en position de marquer, des gars qui frappent quand c'est le temps, j'y crois plus ou moins. Le baseball n'est pas un sport parfait, puis tu choisis pas, puis tu décides pas quand tu places la balle en jeu, puis quand tu ne le fais pas. Mais quand tu vas être, comme tu dis, quand tu vas commencer ton nouveau contrat dès l'année prochaine, il n'y en aura plus d'excuses pour les partisans. Là. Les gens vont dire qu'il faut que tu livres la marchandise quand c'est le temps. Et la pression va être forte sur ses épaules. Là. Le contrat commence le 1er avril et donc le 1er juin. Tu as 2 mois de baseball là, en dents de scie. Présentement, Vladimir, tu ne peux pas dire qu'il te fait gagner. Il y a des présences au bâton, des présences sur les buts. Il va chercher son but sur balle, il va chercher un coup sûr, un simple. Mais côté puissance, je veux dire, tu l'as dit tantôt, la moyenne de puissance de Dalton Varsho, c'est 617. Vladimir, c'est 421. Beaucoup de simples du côté de Vladimir. J'ai hâte qu'il soulève la balle, puisque présentement, comme je te dis, je suis un petit peu déçu, puis je suis un peu inquiet pour son rendement. C'est surtout son non-verbal là, qui m'inquiète. Écoute, juste te dire, je suis content qu'on ait délogé Santander du 3e rang. Là, écoute, il est blessé présentement, comme tu dis, petite inflammation à la hanche gauche, mais ce gars-là peut plus revenir pour l'instant dans le cœur de l'alignement. Là. Il a frappé 6e dans le dernier match là, où on l'a utilisé, et j'ai pas de problème à ce qu'on le ramène tranquillement si à un moment donné il commence à se réchauffer. Mais on le voit là, on le voit. On a vu les Blue Jays cette semaine sans Santander au 3e rang. Regarde, ils ont passé le balai aux Padres de San Diego. Ils sont beaucoup plus efficaces, sont plus dangereux avec Varsho là. Même Barger. Cette semaine, là, Barger 4e, Clement 5e. Regarde les boys, vous êtes capables. Vous êtes capables. Allez-y. Puis, en tout cas, ça se passe bien pour l'instant. On va regarder le classement tout de suite dans l'Est de l'Américaine. Là. Ensuite, on a un clip vidéo. Les Blue Jays, comme je vous ai dit, remontent la pente. Il n'y a pas si longtemps que ça, les Jays étaient 4e dans l'Est. Maintenant, on a grugé des matchs sur les Red Sox et les Rays. 25 et 24 à 5 matchs du premier rang des Yankees. Et regardez, un autre héros obscur s'est démarqué cette semaine. Nathan Lucas, I am your father. On regarde tout de suite. Through the left side, a base hit. And Nathan Lucas walks it off. Plusieurs choses à dire dans ce match-là, Philo. Il faut dire que Nathan Lucas a joué les héros, comme j'ai mentionné. Oui. Surtout, écoute, Addison Barger également, il a fait le travail dans ce match-là. Barger, but sur balle intentionnel cette semaine. Attention! Barger est rendu là. Barger est rendu au point où il y a des équipes adverses qui disent pas sûr que j'ai le goût d'y lancer des prises. Passe automatique au premier but. Ça veut dire qu'on commence à avoir du respect pour Barger. Lucas, cette semaine, là, à un moment donné, il frappe un circuit, puis la présence suivante, il dépose un amorti. OK? J'ai vu ça passer sur les médias sociaux. Ça a l'air que c'était la première fois de l'histoire des Blue Jays qu'un frappeur qui avait frappé un circuit à la présence suivante avait déposé un amorti. C'est vrai, moi aussi, j'ai vu ça. Un amorti sacrifice. Alors, moi, là, des gars de même, là, j'en prends dans mon équipe à tous les jours.
2 fois le dimanche, est capable de frapper la longue balle, est capable de frapper des coups sûrs opportuns, est capable de voler un but, capable de déposer un amorti. Regarde, c'est des gars qui ont plein d'outils dans leur coffre, puis c'est pas des superstars. Mais tabarouette, tout ce que tu as besoin à la plaque, à un certain moment donné dans le match, il est capable de te le donner. Écoute, alors, Barger, en passant, j'ai une statistique depuis le 1er mai. C'est le meilleur frappeur des Blue Jays avec une moyenne de 305 devant Vladimir à 296. Et en plus, depuis le 1er mai, je te dis, les Blue Jays de Toronto ont la 4e meilleure équipe, sont la 4e meilleure équipe dans les majeurs au chapitre de la moyenne au bâton avec 271. Donc, ça s'est replacé du côté des Jays. Hey, les Jays frappent la longue balle, 25 coups de circuit au mois de mai, au 8e rang dans les majeurs. Tu sais, on disait, on frappe pas de coups de circuit, on manufacture pas des points. C'est sûr que des matchs de 14 points, ça aide. Oui. Mais surtout, là, ça fait du bien au personnel de lanceurs qui ont pu, un gun sur la tête, tu donnes plus de points parce qu'on n'est plus capable d'en marquer. Au moins, on voit ça, là, l'équipe qui débloque offensivement. Mais avec les bons joueurs dans l'alignement. Oui, parce oui, que là, oui. comme je te dis, là, si Santander et Jimenez reviennent, là, puis t'es remets là, 5e, 6e, là, et ça va te faire un beau donut, ça va te faire un beau beigne, un beau trou de beigne au milieu de ton alignement. On verra. Moi, je supplie John Schneider de continuer à y aller avec ceux qui lui en donnent au moment où on se parle. C'est quoi? As-tu le différentiel des Blue Jays au niveau Non, des pas points? encore, mais je vais essayer d'y revenir dans quelques instants. Mais tu m'as pas encore parlé de Alejandro Kirk, ton mal-aimé philo, qui, encore une fois, des grosses présences au bâton cette semaine, des gros coups sûrs opportuns. Sérieux, là. T'es rendu quoi? À 280 de moyenne, je pense, de notre ami Alejandro Kirk. 2,82. Pour un receveur, philo, c'est rare là, qu'un receveur va frapper pour la moyenne. On est là, tu sais, c'est sûr, c'est pas Ivan Rodriguez, mais pour l'instant, fait le travail. Et même Tyler Heineman, comme 2e receveur, je me suis dit, écoute, éventuellement, sa moyenne va baisser. Il est à 3,96, encore une fois, de moyenne, rendu au 23 mai. Frappe des simples, comme tu l'as dit, n'a pas peur de se sacrifier, de déposer des amortis, a un bon bras pour épingler des coureurs en tentative de vol. Écoute, s'il y a une position là, qui joue au-dessus de sa tête présentement avec les Jays, c'est la poste de receveur. Non, t'as raison. Écoute, combien de coureurs épinglés sur les sentiers, que ce soit Kirk, que ce soit Heineman. Heineman sort de nulle part. Il frappe pour près de 400 au moment où on se parle. Moi, je l'utiliserais occasionnellement comme frappeur de choix. Tu sais, pourquoi pas? Je sais que tu as toujours la crainte là, que tu as un receveur qui se blesse ou quoi que ce soit. Mais le gars, il frappe tout ce qui bouge. Oui. Alors, moi, je l'insérerais comme frappeur de choix occasionnellement. Puis je dirais, regarde, c'est toi, vas-y, parce que ce gars-là, là, il fait ça, Gavino, en jouant une fois par semaine. Hey, sais-tu comment c'est difficile et c'est compliqué de garder un timing comme frappeur quand tu frappes, quand tu débutes un match une fois par semaine? Et Alejandro Kirk, au moment où on se parle, je ne peux pas faire autrement que de lever mon chapeau au capitaine parce que, capitaine Kirk, parce qu'il me fait mentir, il frappe des coups sûrs opportuns, ses présences au bâton sont meilleures que dans le passé. Alors, on verra si c'est juste une passe ou quoi que ce soit. Je te demandais tout à l'heure, c'est quoi le différentiel? Ouais, vas-y. Moins 10 présentement. Okay. Là, vous allez me dire, ouais, mais moins 10, c'est pas très bon. Mais l'affaire, c'est qu'il y a 2 semaines, c'était à moins 45. Oui, il commençait à faire froid, là. Et... C'était une température du pôle Nord à moins 45. Donc, à moins 10... il y a un réchauffement du côté des Blue Jays. Mais un gars qui m'inquiète, George Springer frappe seulement pour 200 au mois de mai. Là. Il a commencé à essayer de tirer la balle, ne pousse plus la balle au champ opposé. George Springer, on lui donne des journées de congé à gauche et à droite. Tu sais, rapidement, je suis un petit peu inquiet dans son dossier. Ouais, ben écoute, je pense qu'il fallait s'attendre. Tu sais, on pouvait pas penser que George Springer allait frapper 315 toute la saison. Tu sais, j'ai pas ces attentes-là auprès de George Springer. Mais maintenant, est-ce qu'il peut se maintenir, Gavino, à 2,65? Es-tu capable de nous frapper 20 circuits? C'est ça qu'on demande d'un gars comme George Springer parce que c'était pas réaliste de penser qu'il allait demeurer aussi hot qu'il l'avait été pour les 6-7 premières semaines de la saison. C'était irréaliste ce qu'il était en train d'accomplir. Là, il a passé, je pense qu'il y a eu une séquence de 1 coup sûr en 24 récemment. Ouais. On lui a donné une journée de congé dans le dernier match contre les Padres. C'est pas très grave. Mais moi, j'abandonne pas sur Springer. Il nous a démontré en début de saison qu'il y a encore du gaz dans le réservoir. J'espère qu'il peut continuer à contribuer. Faut juste pas
qui pique du nez de façon dramatique là, dans les prochains mois. Côté des lanceurs, on va parler de Yariel dans quelques instants. Regardez les performances de Chris Bassitt et de Kevin Gausman cette semaine contre les Padres. 6 manches de travail, pas de points pour Chris Bassitt et Kevin Gausman également, 7 manches de travail. Aucun point, les deux ont blanchi. Les Padres de San Diego du côté ces deux joueurs-là ont été sublimes contre les Padres. Les lanceurs partants avaient mauvaise habitude depuis quelques semaines de toujours donner 1 ou 2 points en première manche, ce qui plaçait toujours les Blue Jays dans une situation pour jouer du baseball de rattrapage. Et cette semaine, Chris Bassitt a parlé justement de ça. Et lui et Gausman ont livré la marchandise. Bowden Francis, malheureusement, a donné 2 points. Ben justement, tout de suite, là, tu parles de Bowden Francis, là, 2 et 6. La balle continue à voyager de l'autre côté de la clôture. 5,54. Il a accordé 15 coups de circuit. Hier, cette semaine, 4 manches de travail donnent 2 points contre les Padres. Viens t'asseoir, Bowden, c'est terminé puisque tu vas affronter l'alignement pour un troisième tour au bâton. Et les chiffres, là, c'était quoi? 400 de moyenne depuis le début de la saison contre Francis. Écoute, je t'inquiète, là. 1, 2, 3, ça va. Berrios, Bassitt, Gausman. 4e, Bowden Francis. Il n'avait pas été incroyable l'année passée au mois d'août et septembre, je te le dis. Il ferait un séjour au niveau 3A, notre ami Bowden, parce qu'il n'y a rien de rassurant. Là. Présentement, tu as 3 lanceurs, un qui en arrache, et l'autre, c'est à être nommé plus tard. On sait que, ça va être notre ami, je crois, Eric Lauer qui va lancer cette semaine. Je te dis... c'est peut-être le temps de commencer à penser à bâcler une transaction du côté des Jays pour le poste de 4e partant, puisque Scherzer n'est pas prêt avant le mois de juin. S'il revient. Ouais, non, c'est ça. Moi, je compte pas sur Scherzer. On peut aussi penser à notre cher ami qui revient, Manoah, qui va peut-être revenir, on dit, d'ici le 1er août. On verra. Mais comme tu viens de le mentionner, probablement que si les Blue Jays avaient d'autres options au poste de lanceur partant, peut-être que Bowden Francis ne serait plus là. Mais présentement, il n'y en a pas d'alternative. Alors, on va vivre avec Bowden Francis. C'est sûr que dans un monde comme hier, Gavino, où tu donnes 2 points en 4 manches, puis après ça, la relève te donne une grosse performance pour venir fermer la porte dans les 5 dernières manches, on va le prendre quand même. Mais c'est pas réaliste de penser qu'on peut faire ça à chaque fois que Bowden Francis effectue une sortie. Comme tu l'as mentionné, 15 circuits accordés depuis le début de la saison. C'est un sommet dans le baseball majeur pour un lanceur partant. Ouais. Moi, je te lance une proposition vite, là. Okay? Vas-y, répète. Jimenez, là, pour moi, qui, tu sais, moi, je pense que tu n'auras plus d'utilité pour ce gars-là. Tu as des solutions à l'interne, oui. OK. Est-ce que tu peux échanger un gars comme Andrés Jimenez pour un lanceur qui peut-être a des difficultés lui aussi dans une autre équipe, mais tant qu'à s'échanger des problèmes, donne-moi un problème qui peut solutionner quelque chose pour moi, puis je te donne un problème qui peut peut-être solutionner. Ouais, je le ferai. 15 millions contre 15 millions, pourquoi pas? De toute façon, Jimenez est signé jusqu'en 2030. T'en veux pas des Andrés Jimenez qui coûtent cher, qui frappent pour 200 dans ton alignement. Rapidement. Ça va être un problème la semaine prochaine. Yariel Rodriguez. Oui. Écoute, il a trouvé, je pense, sa place du côté de l'enclos de relève dans les 15 derniers matchs des Blue Jays. Yariel a une moyenne de 1,80. Ses 7 dernières sorties, moyenne de 0. Il n'a rien donné. 9 manches et 2 tiers, seulement donné 3 coups sûrs, 11 retraits au bâton et 1 but sur balle. Écoute, c'est l'homme de confiance, peut-être numéro 2 ou 3, c'est selon, parce que Jeff Hoffman, il en arrache encore une fois. Yariel Rodriguez s'est replacé du côté des Jays. Écoute, quand j'ai parlé à Yariel au camp d'entraînement, il m'a répété un peu ce qu'il m'avait dit aussi l'année passée. Je suis un partant. Là, je suis bien déçu de t'informer, mon cher Yariel, tu n'es pas un partant. Tu es un releveur. Et dans les années passées, avant qu'il arrive dans le baseball majeur, il a même été stopper dans certaines équipes dans lesquelles il avait joué. Donc, au camp d'entraînement, il m'avait dit « Estoy trabajando la recta ». Alors, je travaille beaucoup sur ma balle rapide. Ben, Gavino, as-tu vu la différence avec sa balle rapide? Quand il est partant, où il sait qu'il doit ménager son bras, il lance à 92. Mais quand il sait qu'il rentre pour une manche seulement, il la pousse à 97. Là, tu compliques la vie des frappeurs de façon considérable. Alors, comme tu l'as mentionné, c'est une excellente nouvelle que Yariel Rodriguez se porte bien parce que Hoffman, présentement, c'est un point d'interrogation. Ben oui.
n'est plus l'ombre de lui-même, là, Hoffman. Au mois d'avril, lights out. Au mois de mai, la balle voyage. Tu sais, quel beau travail du côté de l'enclos de relève dans le match de jeudi contre San Diego. Tous les releveurs ont lancé, ils n'ont rien donné. Le seul qui s'est fait frapper, Jeff Hoffman, loin dans la droite. Encore une fois, le choix de tir. Je comprends pas. Tu es capable de pousser des balles rapides à 98 000 à l'heure. Tu te fais battre sur des split fingers. Des balles frondes qui restent suspendues. Bonsoir, l'autre bord de la clôture. Il y a quelqu'un qui va falloir qu'il parle parce que là c'est 4 matchs sabotés dans les 2 semaines dernières et demie. Tu sais, on peut pas avoir ça. Là. On peut pas arriver en 9e manche. Puis Hoffman, là, les avances qu'il a sabotées, là, Gavino, c'est pas des avances d'un point. Non, c'était des 3 poins, là, des confortables avances. Points, oui, je sais. Voilà. En parlant de match des étoiles qui va s'en venir, ben oui, Imperial March, parce que c'est des étoiles, c'est Star Wars. Philo, qui ira au match des étoiles du côté des Blue Jays de Toronto? Il me semble que c'est de bonheur pour parler de ça. Si c'est un choix populaire, c'est Vladimir, mais selon moi, il n'a pas sa place là cette année. Vas-y avec ton choix ou tes choix du côté des Jays. Voici mes 3 choix et voici pourquoi. Alors, mon choix numéro 1, je le donnerais définitivement à Chris Bassitt. En 10 départs cette saison, Bassitt a donné 4 points ou moins 7 fois. Il n'a jamais donné plus que 4 points dans une sortie cette année. Sa moyenne de points mérités, 2,83. Il donne toujours une chance à son équipe de gagner. Il montre une fiche de 4-2, mais dans 3 des 4 matchs où il n'y a pas eu de décision, Gavino, il avait donné 0 ou 1 point. Alors, sa fiche pourrait facilement être de 5 ou 6 et 2. C'est vrai. Mon deuxième choix, je le donnerai à Beau Bichette. Là, j'ai des statistiques d'il y a quelques jours. Là. 57 coups sûrs. En 47 matchs, c'est bon pour le 9e rang dans le baseball majeur. Il est 5e pour les doubles avec 15. Il a disputé tous les matchs des Blue Jays. Donc, je dis pas que c'est un joueur étoile, mais si j'avais envoyé 2 joueurs, ce serait lui. Ouais. Et Guerrero. Pourquoi Guerrero? Parce que Guerrero, c'est un incontournable. Il connaît un début de saison correct, comme on a dit en début d'année, mais c'est un favori de la foule. Il a gagné le MVP du match des étoiles dans le passé. Il a gagné le concours des coups de circuit. Donc, les gens payent pour voir des vedettes. Alors, Vladimir... Tu sais, souvent, les joueurs qui sont invités au concours de coups de circuit, ils veulent pas y aller parce que, ça va changer un petit peu leur élan. Moi, je dis cette année, Vlad, vas-y, parce que tu risques de améliorer ton élan et avoir des coups de circuit de ce côté-là. Rapidement, en 10 secondes, pour moi, mon choix, c'est Alejandro Kirk, qui t'a fait gagner cette année du côté des Blue Jays de Toronto. De toute façon, on n'a plus le temps. L'émission est terminée, Philo, puis on surveille les justement... Blue Jays dans le stade des Ligues mineures. Oui, ça va être intéressant, Merci à tout le monde. Au nom de Jérémy Filosa, ici Gavino Desfalco qui vous dit bon baseball et à la semaine prochaine pour un autre podcast des Blue Jays. Salut Philo. Salut.